BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques, Christian Chavagneux, Julien Damon pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nous clôturerons l'émission avec nos chroniqueurs attitrés, Benaouda Abdelhaim avec sa moisson d'études glanée dans le monde entier, Alexandra Paget qui nous parlera d'un livre des années 2000 sur l'éducation, donc notre bibliothécaire. Et puis n'oubliez pas nos réseaux sociaux. Alors, vous nous avez souvent fait le reproche qu'on n'était pas assez performant sur le sujet, qu'on ne trouvait pas trop la liste des livres de l'émission, etc. Tout ça va s'arranger. Allez déjà voir le compte Instagram, la librairie de l'écho. Vous aurez toutes les références de tous les livres dont on parle pour les émissions. Et puis vous verrez, on aura d'autres surprises sur les autres réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On vous prépare beaucoup de surprises. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Plus que jamais, la question des matières premières est au cœur de tous les défis mondiaux. La transition écologique, la révolution digitale, les nouveaux équilibres géopolitiques. Alors, les énergies fossiles vont-elles manquer ? Comment les énergies renouvelables vont-elles pouvoir prendre le relais ? Avec quels minerais et quels métaux pour les produire ? Faut-il redouter de nouveaux conflits ? Quels pays seront les gagnants et les perdants de ces nouveaux rapports de force autour des produits de base du futur ? Réponse avec nos deux invités. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour Emmanuel Le Chypre. Fabien, vous êtes expert en politique énergétique et vous publiez Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial et c'est aux éditions du Rocher. Et Benjamin Louvet, bonjour. Bonjour Emmanuel. Benjamin, vous le connaissez, c'est un habitué des plateaux de BFM Business, directeur de gestion matières premières chez Ophi Investment AM. Vous êtes donc spécialiste des matières premières et vous publiez avec Emmanuel H. Métaux, le nouvel or noir, également aux éditions du Rocher. On commence avec vous, Fabien Bouglet. La Troisième Guerre mondiale a commencé, dites-vous, et c'est une guerre de l'énergie. Tout à fait. En fait, l'histoire de l'énergie a environ 150 ans, avec la découverte du puits de pétrole par le colonel Drake aux États-Unis en 1859. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, qui se confond finalement à celle des guerres, l'énergie n'avait occupé une place aussi importante qu'aujourd'hui, en particulier avec ce révélateur qui a été le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre 2022, l'année dernière, car justement, au travers de ce sabotage, a été mis en lumière ce conflit mondial de l'énergie que j'ai synthétisé dans mon livre, parce que en enquêtant, j'avais fait plusieurs livres préalablement, d'abord sur les éoliennes intermittentes, puis sur les centrales nucléaires, et puis j'avais découvert cette guerre que menait l'Allemagne à l'égard de la France sur la maîtrise du système énergétique et en particulier le dénigrement par l'Allemagne de notre nucléaire. Et en enquêtant encore plus loin, je me suis rendu compte, avec des sources ouvertes, du Kremlin, de la Maison-Blanche, de la Commission européenne... Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est vraiment, plus que jamais, l'énergie qui est au cœur des tensions actuelles ? Un propos de Rick Perry en 2019... qui dit, lorsqu'il vient de signer un contrat avec l'Europe, avec la Commission européenne, d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié américain. On n'est pas encore au début du conflit entre la Russie et les États-Unis. On n'est même pas avant la pandémie. Il dit, 75 ans après avoir libéré l'Europe de l'Allemagne nazie, nous venons libérer l'Europe, non pas avec des soldats et des Yankees, mais avec du gaz naturel liquéfié. Et dans le discours des chefs d'État américains depuis 3-4 ans, les hommes d'État aux États-Unis parlent de gaz naturel de la liberté face au totalitarisme du gaz gazoduc russe. Et on voit finalement la guerre en Ukraine est un petit volet de cette guerre internationale. Et dans mon livre, avec des sources à l'appui, j'explique pourquoi cette troisième guerre mondiale est une guerre de l'énergie. Alors, vous dites cette guerre, elle est à la fois planétaire, asymétrique et hybride. Oui, parce que, en fait, si vous voulez, il y a son compartiment militaire qu'on retrouve en Ukraine, qui est une guerre traditionnelle, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, l'énergie avait été aussi important dans le conflit. Elle est à la fois l'objectif,
la cause et l'arme de ce conflit. C'est-à-dire qu'on fait la guerre pour avoir de l'énergie, on utilise l'énergie comme arme de guerre, et on veut absolument faire un contrôle mondial de l'énergie parce que l'énergie domine tout, et c'est d'ailleurs mon chapitre 1, toute l'économie, toute l'industrie, et par on parle de guerre hybride, donc acte hybride, eh bien c'est ce sabotage de gazoducs Nord Stream 1 et 2. Pourquoi il est si important ? Qu'est-ce qu'il a de si signifiant, ce sabotage ? Eh bien parce que en fait, les deux gazoducs distribuaient 25% de la consommation en gaz de l'Union européenne. Ouais. Donc ils coupent symboliquement la relation qui avait été mise en place en Europe entre l'Allemagne de Gerhard Schröder depuis 20 ans, dans un pacte, on va dire, Poutine-Schröder, et la Russie, qui utilise le gaz avec ses gazoducs comme autant de chaînes de vassalisation de l'Union européenne. Et c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, Poutine utilise le gaz comme arme géopolitique. Par exemple, au moment des accords qu'il y a eu avec l'Ukraine dès la révolution orange de 2004, quelques temps après, Poutine, quand il voit que l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, coupe le gaz et ça a les premières conséquences en Europe. Donc il y a une liaison très forte entre la distribution du gaz en Allemagne et cette guerre mondiale de l'énergie. Alors, est-ce que... parce qu'en fait, vous décrivez très bien la position et la stratégie russe. Vous montrez aussi à quel point, finalement, le jeu des États-Unis a changé. Parce que c'est peut-être ça, finalement, dans la géopolitique mondiale de l'énergie. Le fait que dans les années 70, on avait des États-Unis qui étaient importateurs et qui avaient de gros besoins, et qui sont aujourd'hui exportateurs. C'est ça qui a changé. Vous soulignez le point fondamental. En 2016, par le développement du gaz de schiste aux États-Unis, gaz de schiste qui va devenir le gaz de schiste liquéfié, les États-Unis, avant 2016, étaient importateurs de 30% de leur consommation. À partir de 2016 et le développement du gaz de schiste, d'abord par Barack Obama, puis par Donald Trump, les États-Unis deviennent indépendants totalement et ils ont la possibilité de vendre leurs excédents de gaz au monde. En face, la Russie est dans la même situation. Vladimir Poutine en fait un objectif prioritaire de son mandat depuis sa nomination en 2000 par Boris Yeltsin. D'ailleurs, il en a fait une thèse. Il a fait sa thèse d'économie sur le sujet de l'exploitation des ressources minérales. Il en fait d'ailleurs un rapport en 1999. Et en face, au milieu de ces deux acteurs, l'Europe est totalement dépendante puisque l'Europe nécessite 55% d'importation d'énergie. Certains pays comme l'Allemagne, 65%. Des pays comme la Belgique, l'Italie, c'est 70%. Et la France, 45%. Mais Fabien Bouglet, est-ce qu'il n'y a pas un acteur dont vous sous-estimez le rôle dans cette géopolitique ? C'est le Moyen-Orient. Alors le Moyen-Orient, justement, est très important. Alors moi, j'ai traité l'axe dans mon livre, parce qu'on peut faire un précis de géopolitique. Ouais. J'ai fait vraiment l'axe États-Unis, la guerre États-Unis, Europe, Russie. Et évidemment, je l'ai mis dans les conclusions. Sacrée variable d'ajustement. Eh bien oui, parce que compte tenu du fait que les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient et du gaz venant de ce coin-là, eh bien, évidemment, le Moyen-Orient avec le BRICS sont en train de se rapprocher. Et d'ailleurs, la Chine a organisé le retour de l'entente au Moyen-Orient tout récemment. Et c'est la Chine qui est en train, parce que la Chine a le même problème que l'Europe, c'est qu'elle a un besoin d'importation d'énergie. Mais la Chine a fait quelque chose de très important en mars 2023. Xi Jinping est venu rencontrer Vladimir Poutine et ils ont fait un grand accord historique d'approvisionnement en gaz avec les gazoducs Sibérien et Sibérie 2 et avec le déploiement du nucléaire en Chine. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, Fabien Bouglet, on est quand même très inquiet pour l'Europe. Très inquiet. Et à deux niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, l'Europe, c'est un peu, alors j'ai envie de dire, comme à chaque fois dans l'histoire, le grand champ de bataille de cette nouvelle guerre, c'est le champ de bataille de la guerre de l'énergie. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que finalement, on a une guerre presque intra-européenne de l'énergie. C'est un de mes chapitres. C'est le chapitre 6 ou 7, c'est la guerre intra-européenne de l'énergie, c'est-à-dire qu'en réalité, ces tensions internationales qui fait que l'Europe est très dépendante des autres pays, fait qu'il y a une forme de vassalisation qui s'est mise en place. D'abord vassalisation par la Russie, et avec le Nord Stream, c'est devenu la vassalisation par les États-Unis. Le problème, c'est que
l'augmentation du prix du gaz fait qu'il y a une augmentation de la facture énergétique en Europe, qui plombe la compétitivité des entreprises européennes. Et de manière très maligne, les États-Unis ont mis en place l'Inflation Reduction Act pour attirer les entreprises, mais en maintenant le prix du gaz 6 fois moins cher que celui qui nous vend en Europe. Et de ce fait, ça crée des tensions entre deux modèles importants en Europe. Eh oui. Le modèle allemand avec le club, donc c'est créé l'alliance des renouvelables sous domination allemande, avec l'Autriche, le Danemark, et le club français, qui est porté par Agnès Pannier-Runacher, qui est le club du nucléaire, porté par 15 pays, plus la Grande-Bretagne, qui revient dans l'Union européenne par la petite porte du nucléaire. Fabien Bouglet, pour terminer, vous dites les ONG écologistes jouent un rôle majeur dans cette guerre énergétique. Tout à fait. J'ai pu prouver et documenter que, en réalité, depuis le début des années 70, WWF, Greenpeace ou les Amis de la Terre avaient été financés soit par les magnats du pétrole américain ou par Gazprom. Et effectivement, elle joue le rôle de mercenaire énergétique en support des pays. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont intérêt à nous vendre du gaz et n'ont pas intérêt à ce que l'Europe développe le nucléaire, comme elle l'avait fait au début des années 70, après le choc pétrolier de 1973. Et donc, le fait de développer le nucléaire en France est un gros problème pour les États-Unis, et elle utilise et instrumentalise les ONG afin de dénigrer le nucléaire français. Alors voilà pour le rapport de force géopolitique autour de cette énergie. Benjamin Louvet, on va se projeter encore plus loin dans le 21e siècle. C'est l'énergie du monde qui vient. Voilà, c'est l'énergie du monde qui vient, parce que, avec Emmanuel H, vous écrivez, le 21e siècle sera le siècle des métaux. Oui, clairement, on est en train de vouloir transformer notre système. On n'a pas le choix. Le GIEC est très clair sur le sujet. On est dans une situation où aujourd'hui, la science est formelle. Il y a un réchauffement climatique et elle est formelle également. Ce réchauffement climatique est lié à l'activité humaine et notamment à l'utilisation des combustibles fossiles, responsable d'émissions de CO2, qui est un gaz à effet de serre qui réchauffe la planète. On doit donc se débarrasser de ces énergies fossiles. C'est ce à quoi se sont engagés la majorité des pays en 2015 à la COP 21, et ce à un horizon assez bref, puisqu'on doit ramener nos émissions, nos émissions à net zéro en 2050. Je dis bien net zéro parce qu'on n'arrivera pas à complètement se passer des énergies fossiles, donc il faudra trouver des moyens de capturer du CO2 si on veut arriver à ce zéro nécessaire pour maintenir une température raisonnable sur la planète. Et pour ça, on n'a pas énormément de solutions. Alors, on a le nucléaire qui, pour l'instant, est assez controversé, mais qui gagne maintenant en traction progressivement. On a l'hydroélectricité, mais qui a déjà été beaucoup développée. Le potentiel de développement est... Donc, le potentiel de développement est limité. Alors, il y a encore des zones où ça peut se faire, notamment en Afrique, un peu en Asie également, mais il y a aussi des problématiques géopolitiques. Si je prends l'exemple de la rivière du Mékong, qui part de Chine, où la Chine voudrait ajouter des barrages, les pays qui sont en aval, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Thaïlande, disent non, on n'est pas d'accord, sinon ça va nous prélever des ressources en eau. Donc, il reste à côté de ça deux énergies qui sont pour l'instant assez consensuelles, qui sont les énergies renouvelables que constituent le solaire et l'éolien. Le problème, c'est que contrairement à ce qu'un certain nombre de politiques ont voulu nous raconter, effectivement, le vent et le soleil sont gratuits et soufflent et brillent partout, mais d'une part, pas tout le temps, et surtout, on ne sait pas, je suis désolé de vous le dire, mais on ne sait pas faire d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On sait faire de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il faut le fabriquer. Et pour le fabriquer, il faut des métaux. Et il faut beaucoup de métaux. Juste un chiffre, Emmanuel, avant de poursuivre. Le CNRS fait une étude et dit, dans les 30 prochaines années, il va falloir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Voilà notre challenge. Alors, il y a un chiffre spectaculaire que je vais citer, parce que c'est un de ceux qui m'a le plus frappé dans votre livre. C'est une synthèse assez géniale, les extractions mondiales de matériaux. C'est-à-dire qu'en gros, on prend tout en compte, les métaux, les hydrocarbures, etc. 27 milliards de tonnes extraits en 1970, 96 en 2019, plus de 100 aujourd'hui. En gros, c'est 66% d'augmentation de l'extraction depuis 2000, alors que la population mondiale n'a augmenté, elle, que de 24%. La trajectoire, elle est quand même assez terrifiante. On est en train de réaliser une chose toute simple, Emmanuel, qui était déjà un peu mentionnée dans les Limits to Growth de Denis Meadows dans le rapport du Club de Rome en 1972.
c'est que une activité économique, ça consiste à faire un trou dans la terre pour en sortir des matériaux, les transformer pour faire autre chose. Et qu'on parle d'économie de service ou d'économie manufacturière, quand vous faites une économie de service, il vous faut un ordinateur qu'il faut construire, il vous faut des réseaux, il vous faut des serveurs, et tout ça, il faut le fabriquer. L'empreinte de minerais d'un individu, c'était 26 kilos par personne en 2000, c'était 34 kilos en 2019, et l'OCDE estime que ce sera 45 kilos en 2060. Parce que vous avez parlé de transition écologique et énergie, mais il y a la transition digitale aussi. Il y a la transition digitale extrêmement consommatrice de métaux. Alors, question simple, est-ce que des métaux, on en aura assez pour atteindre nos objectifs? Alors, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde la taille du réservoir, c'est-à-dire est-ce que le vaisseau Terre contient assez de métaux pour notre transformation, la réponse est oui. Emmanuel H. à l'IFP Énergie Nouvelle a fait un gros travail d'études là-dessus. Il y a certains métaux sur lesquels on va être stressé, comme le cuivre, comme le nickel, comme la bauxite pour l'aluminium. Ça va être assez compliqué parce qu'on va consommer la majeure partie des ressources, pas des réserves, des ressources identifiées. C'est-à-dire les réserves, c'est ce qui est exploitable économiquement. Les ressources, c'est tout compris sans se soucier du prix. On va en consommer par exemple 90% du cuivre. Mais il faut avoir en tête que ça, c'est horizon 2050. Et après, les éoliennes arrivent en fin de vie, les panneaux solaires arrivent en fin de vie. Le gros avantage des métaux par rapport au pétrole, par exemple, ou au charbon, c'est que quand on les consomme, ils ne disparaissent pas. Et donc, on pourra recycler. Mais le problème, c'est cette phase de transition. Comme j'ai bien lu votre livre, vous dites, parce que vous avez parlé des ressources, mais vous dites attention, il ne faut pas confondre les ressources et la capacité d'extraction de ces ressources. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les réserves. Donc, la réserve, c'est la part des ressources qui est aujourd'hui techniquement et économiquement viable. C'est-à-dire que le prix est suffisant pour que les groupes miniers aillent les chercher. Ça, c'est le problème de la taille du réservoir. Ce que vous dites, c'est qu'au début, là, la période de transition qu'on va vivre, ça va être compliqué parce qu'on ne pourra pas compter tout de suite. Ce sont des nouveaux usages. Sur le recyclage. Mais alors, par exemple, le recyclage, on peut raisonnablement penser que ça comblera combien de pourcents de nos besoins? À un horizon assez bref, peu. Parce qu'on recycle déjà beaucoup. Après, il y a un gros problème de captation des matériaux à recycler. Quand vous regardez les téléphones, je suis sûr que chez vous, vous avez des téléphones dans vos tiroirs. Donc, il faut mettre en place tous les mécanismes et toutes les chaînes, toutes les chaînes pour récupérer tous ces métaux pour pouvoir les retraiter. Pardon, et puis, ça coûte cher. Le recyclage, c'est ça consomme de l'énergie. Oui, ça consomme de l'énergie. Mais globalement, ça en consomme moins que l'extraction. Mais de toute façon, quand vous mettez du cuivre dans une éolienne, entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne, ce cuivre, il est immobilisé pour 25 ans. Donc, pour les 25 années qui viennent, vous ne pourrez pas le réutiliser. Même si vous savez le recycler, vous devrez attendre la fin de vie de cette éolienne. Bon, donc ça, c'était pour la taille du réservoir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a assez de métaux. Sur certains métaux, ça va être juste, mais on a assez de métaux. Le deuxième problème, c'est la taille du robinet. Ah, c'est ça. C'est la taille du robinet. C'est à quelle vitesse on est capable de sortir ces métaux de sous la terre. Et là, on a un vrai problème. L'Agence internationale à l'énergie nous dit, par exemple, que sur le cuivre, aujourd'hui, on a à peu près 250 mines qui sont opérationnelles dans le monde. Si on veut tenir les engagements de l'accord de Paris, il faudrait rajouter 80 mines de cuivre supplémentaires. Problème, ce que j'appelle une des tragédies des horizons des matières premières, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne dans le monde, pour développer une nouvelle mine de cuivre, il faut 17 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale à l'énergie. Et donc, il faudrait que toutes ces nouvelles mines, on décide de les lancer avant 2025, dit l'Agence internationale à l'énergie. C'est demain. Aujourd'hui, il y a très peu de projets à l'étude, donc on va probablement être en retard. Et donc, inévitablement, ça pose la question d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc une question de l'évolution des prix. Quand on a un déséquilibre, qu'on n'a pas assez d'offres et qu'on a trop de demandes, eh bien les prix montent. Pour faire une des deux choses suivantes, soit pour détruire de la demande, c'est-à-dire les gens disent c'est trop cher, j'arrête. Ou soit pour susciter davantage. Mais en l'occurrence, ça ne marchera pas parce qu'on a des nouveaux besoins. Deuxième aspect, c'est inciter les producteurs à produire davantage. Et c'est ça qu'il va falloir faire, mais compte tenu des délais de mise en œuvre des mines, il va falloir le faire vite. Et donc, le FMI, là-dessus, a fait une étude, le Fonds monétaire international, et dans lequel ils estiment que, par exemple, le prix du nickel pourrait progresser de, je cite, quelques centaines de pourcents d'ici 2040. Le prix du cuivre de 60%. Et ils ajoutent, attention, ces estimations sont conservatrices. Donc ça veut dire que ça pourrait être plus que ça. Ça pourrait être plus que ça. Alors, venons-en maintenant, Benjamin Louvet, aux conséquences géopolitiques de tout ça. Parce qu'évidemment, les nouveaux métaux champions, bien, ils ne sont pas également répartis sur la surface de la Terre. En gros, allez, qui vont être les gagnants et les perdants de cette nouvelle donne des matières premières? Aujourd'hui, parce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour essayer de lutter contre ça, le grand gagnant, c'est la Chine. Parce que la Chine a compris très vite l'importance des minerais et des métaux.
Et puis en plus, elle a été aidée. À partir de début 2000, vous avez l'émergence d'une classe moyenne en Chine de 350 millions d'habitants, c'est-à-dire quasiment la population européenne. Et donc, il faut construire des infrastructures, des immeubles, etc. Et ils se rendent compte des besoins de métaux qu'ils ont. Mais ils avaient déjà commencé à s'en rendre compte un peu avant. Et donc, ils mettent en place une politique d'accaparement, entre guillemets, de ces métaux, en prenant des participations dans des pays en Afrique, dans des pays en Amérique du Sud, en passant des accords. Et puis, à côté de ça, ils se disent, une fois qu'on a les métaux, il faut les raffiner. Et donc, ils développent d'énormes capacités de raffinage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les métaux critiques de la transition énergétique, la Chine est omniprésente et représente entre 40 et 80% de la capacité de raffinage. Donc même si elle n'extrait pas le métal, le lithium, par exemple, qui est extrait en Australie, très souvent part en Chine pour être raffiné avant d'arriver sur le marché. Est-ce que les États-Unis sont bien pourvus? Alors les États-Unis sont mieux pourvus que l'Europe. Ouais. Par exemple, ils avaient arrêté d'exploiter les terres rares. Ils sont en train de rouvrir des mines de terres rares. Dans les années 50, les États-Unis étaient le plus gros producteur de terres rares au monde. On a décidé d'arrêter d'exploiter les terres rares. Ça veut dire qu'encore une fois, l'Europe va rester le grand continent dépendant pour ses ressources naturelles. Pas complètement. On essaye d'ailleurs de prendre des mesures. Les propositions qui ont été faites avant l'été de Critical Raw Materials Act en Europe et de Net Zero Industry Act visent à ce qu'à partir de 2030, 10% de la production de métaux consommés en Europe soit produite en Europe et 40% des capacités de raffinage soient également situées en Europe. C'est un gros challenge. Ça ne va pas être facile, mais il y a une volonté en tout cas de le faire. Et la France est particulièrement bien placée sur ce sujet, puisque Philippe Varin avait rendu un rapport à Emmanuel Macron en janvier 2022 et qu'il avait été décidé notamment de lancer un fonds d'investissement, un partenariat public-privé pour essayer de sécuriser ces approvisionnements en métaux en prenant nous aussi des participations dans des groupes miniers ou dans des raffineurs un peu partout. Ce fonds existe, il est en train d'être lancé. Et donc, ça va nous permettre de nous débrouiller. Après, dans les grands gagnants, vous avez aussi l'Amérique du Sud, évidemment, qui est un très très gros producteur de beaucoup de métaux. Mais quelles vont être les conséquences environnementales de ces nouvelles recherches, de ces nouveaux gisements, de ces nouvelles exploitations? C'est important ce que vous dites, parce que certains disent, oui, mais attention, donc ça veut dire qu'on passe d'un modèle qui est soi-disant plus vertueux, mais faire une mine, ça pollue. Il faut savoir que faire une activité économique, ça pollue. Ça consiste à faire un trou dans la terre pour prendre des matériaux et les transformer. Maintenant, on en est à l'heure des choix aujourd'hui. D'un côté, vous avez les énergies fossiles, d'accord, qui représentent encore aujourd'hui 82% de l'énergie primaire consommée dans le monde. 82%. Et qui sont responsables de 70% des émissions de CO2 de la planète. L'industrie des métaux, dans son ensemble, tous métaux confondus, du puits, enfin de la mine jusqu'à la consommation finale, est responsable de, suivant les estimations, entre 12 et 15% des émissions de CO2 de la planète. Avec ça, on peut se débarrasser des 70% restants, sachant qu'en plus, on peut faire énormément de progrès sur les process de production qui amènent à ces 12 à 15% d'émissions de CO2. Notamment, l'essentiel vient de l'acier et vient de l'aluminium. Et ce sont deux secteurs qu'on est en train d'essayer de décarboner, notamment avec l'utilisation de l'hydrogène, pour moins recourir au charbon, ce qui permettrait de décarboner en plus et de réduire les émissions de ce secteur-là. Donc, il y a d'autres impacts, les impacts sur la biodiversité, certes, des impacts sur la consommation en eau qui sont beaucoup mis en avant, mais il ne faut pas se leurrer. Une exploitation de charbon, ça consomme énormément d'eau. Beaucoup d'eau. Donc, il faut voir aussi qu'on va arrêter de miner le charbon, on va arrêter d'aller chercher le pétrole, on va aller moins chercher le gaz au fur et à mesure, et puis on va moins utiliser d'eau aussi pour ces activités-là. Il n'y a pas de solution parfaite, Emmanuel. Si on veut continuer à avoir une activité économique, il faut transformer des matériaux. Merci beaucoup à tous les deux pour ces projections passionnantes. Je rappelle vos deux livres, Fabien Bouglet, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, et puis Emmanuel H et Benjamin Louvet, Métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie, tout ça chez le même éditeur, les éditions du Rocher. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.